ravi de vous accueillir dans cette nouvelle conférence PEP Sport. De loin, la conférence la plus intéressante, croyez-le bien. Nous allons parler du sport en entreprise bien sûr, et du sport en entreprise en 2030. Alors, je vous présente très rapidement mes interlocuteurs. C'est pas très professionnel, mais je vais les tutoyer tous parce que je les connais tous déjà. Donc, on a Brice de Squad Air. On a Alain de l'Université de Rouen et grand penseur du sport, on va en parler tout à l'heure. Et on a François de Voyage SNCF qui vont intervenir petit à petit. Si on parle du sport en 2030, on fait ce qu'on appelle de la prospective. Et ce qu'on appelle de la prospective, c'est quelque chose qui est parfois mal utilisé. C'est un terme où tout le monde prétend faire de la prospective. Pourtant, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. C'est quelque chose de professionnel. Il faut étudier par rapport à ça. Il faut avoir souvent être universitaire. Voilà, avoir une vraie analyse, une analyse profonde, et on a la chance d'avoir quelqu'un, un des rares en France sur le sport, qui a cette compétence et qui va nous parler réellement de prospective du sport. Et pour parler de prospective du sport, de ce que sera le sport dans les années à venir, il faut aussi être capable d'analyser, de comprendre ce qu'a été le sport et pourquoi le sport d'aujourd'hui est ce qu'il est. Et du coup, je vais laisser la parole avec grand plaisir à Alain Loret qui va nous faire un exposé justement sur ce qu'a été le sport, ce qui va devenir et pourquoi il va devenir ce qu'il sera dans quelques années. Voilà, Alain a 15 minutes. Au bout de 12 minutes, vous pouvez commencer à vous manifester pour lui faire comprendre qu'il faut conclure, mais en fait, vous n'aurez pas envie de le faire parce que ça sera suffisamment passionnant pour que vous soyez simplement en train de l'écouter. Alain, c'est à toi. Merci Benjamin. Alors nous avons choisi d'intituler cette mini-conférence « Le sport du chrono au réseau ». L'idée, vous l'identifiez immédiatement, c'est d'essayer de comprendre d'où l'on vient en matière de sport, et on vient clairement de la compétition, on vient du chrono, pour essayer de savoir vers quelle direction on s'oriente. Alors pour faire cet exercice, il s'agit d'abord et avant tout, comme disent les Américains, de sortir de la boîte. Sortir de la boîte, ça veut dire utiliser des modèles d'analyse qui sont innovants, qui ont été construits spécifiquement, conçus et construits spécifiquement pour essayer d'analyser les choses, non pas sur la base de ce que l'on connaît, de ce que l'on a connu, mais sur la base de ce que l'on connaîtra. Alors évidemment, en n'étant pas Madame Soleil, je ne fais pas de la prédiction. Madame Soleil fait de la prédiction, elle prédit le futur. Moi, j'essaie de faire, enfin moi et les gens qui travaillent avec moi, nous essayons de faire de la prévision. La prévision, qu'est-ce que c'est? Quel que soit le domaine, pas seulement le domaine du sport, c'est concevoir d'abord des hypothèses et inscrire ces hypothèses, un jeu d'hypothèses par exemple, dans un scénario. Donc nous construisons des scénarios et je vais vous présenter un scénario sur lequel nous sommes à peu près tous d'accord pour dire que c'est dans cette direction que l'on se dirige aujourd'hui lorsque l'on envisage en termes de stratégie économique, commerciale, voire industrielle, la façon dont on envisage le sport. Le scénario que je vais vous présenter repose sur des modèles d'analyse. Alors, je sais bien que le jargon est un petit peu difficile peut-être, mais un modèle d'analyse, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre de paramètres que l'on identifie à partir d'un certain nombre de méthodes d'analyse prospective. Ces paramètres, une fois identifiés, on les fait tourner. Et lorsqu'on a fait tourner ces paramètres et qu'il s'avère qu'ils vont s'engrammer les uns avec les autres, devenir cohérents, on les inscrit dans un modèle d'analyse. Je vais vous présenter deux modèles d'analyse relativement simples, mais qui, vous allez voir, sont extrêmement éclairants. Donc alors, la logique veut, et il va s'agir pour vous et pour tout le monde, durant 1 heure, de sortir de la boîte pour essayer de se projeter à une échéance qui est une échéance 10 ans, 12 ans, 15 ans. Pour cela, on utilise des méthodes particulières. La méthode la plus simple aujourd'hui dans le domaine d'Internet, c'est ce que l'on appelle la curation de contenu. La curation de contenu, c'est la veille en quelque sorte, mais la veille ciblée. Nous travaillons avec un certain nombre de sociétés de veille, de curation de contenu, dont l'une que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez à cela, qui s'appelle SynDup. C'est une start-up française qui s'est spécialisée dans la veille et ils ont été passionnés par la dimension veille technologique, curation de contenu dans le domaine du sport, tout simplement parce que personne ne s'y était intéressé et que très rapidement, ils se sont rendus compte qu'il y avait là un minerai en termes de nouvelles connaissances extrêmement important. Donc SynDup travaille pour nous pour essayer d'identifier des prototypes,
des brevets déposés par des sociétés nord-coréennes, pardon, sud-coréennes, néo-zélandaises. Ça viendra peut-être, remarquer, chinoises. Et il nous faut remonter cette information qui nous permet ensuite de travailler, d'identifier un certain nombre de critères. Si nous les jugeons pertinents, nous les faisons entrer dans ces modèles d'analyse. Alors, l'élément le plus important à prendre en considération, c'est ce qui apparaît, je ne sais pas s'il y a un... C'est ce qui apparaît... Non, ça va pas. C'est ce qui apparaît tout en haut. Écoutez Internet. Écoutez Internet, vous avez aujourd'hui des sociétés dont SynDup ou une autre française que vous connaissez peut-être qui s'appelle Linkfluence, qui ont mis en place un certain nombre de méthodologies d'écoute de façon à faire remonter en temps réel de la data qui nous permet ensuite soit d'illustrer, soit de valider un certain nombre d'hypothèses. Donc vous voyez simplement le nom qui apparaît tout en haut, avec en dessous, en violet, la notion de data. La notion de data est quelque chose qui commence à percoler dans le domaine industriel. La notion de data est quelque chose qui doit être trouvé. Pour être trouvé, il faut utiliser des méthodologies particulières, et celle que vous avez affichée actuellement en est une. La société Linkfluence s'est spécialisée dans ce domaine-là. Ça s'écrit Linkfluence. Vous tapez sur Google leur nom et vous allez voir à la fois la puissance que ça représente et la pertinence que cela représente. Vous tapez SynDup, S-I-N-D-U-P, et vous allez avoir les mêmes éléments qui vont vous être présentés en termes de curation de contenu, pas dans le domaine du sport bien entendu, mais qui peut être adapté à n'importe quel secteur industriel. Tout ceci nous conduit à de nouvelles méthodologies, de nouvelles méthodes. Et ce qu'il faut comprendre immédiatement, c'est que ces nouvelles méthodologies révolutionnent, disruptent, transforment le marketing. On n'est plus aujourd'hui dans une logique de marketing reposant sur des études de marché. On est aujourd'hui sur des études marketing reposant sur des algorithmes qui permettent d'interroger Internet via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le marketing, c'est ça. Donc nous avons intégré dans nos problématiques ce type de méthodologie, ce qui nous conduit à proposer un premier modèle d'analyse extrêmement simple. Ce modèle d'analyse met en évidence 3 phases. Une phase que vous connaissez tous, qui est la phase qui aujourd'hui est la plus pertinente pour analyser le sport, c'est la phase olympique. Nous avons baptisé la phase du sport 1.0. Et pour essayer de mettre en évidence que si tout le monde considère qu'elle est la plus pertinente, en fait, elle est surtout dépassée. Et qu'aujourd'hui, les logiques d'organisation du sport par fédération, cylindriques, étanches, ce sont des logiques complètement dépassées. La deuxième phase apparaît dans les années 70, post-68. C'est ce que l'on a appelé les sports de glisse. Les sports de glisse avec de nouvelles orientations en termes de technologie, en termes de technique, en termes de demande sociale et, nous en parlions tout à l'heure, en termes d'innovation. Les sports de glisse, c'est 42 nouvelles activités qui ont été inventées de toutes pièces, je dis bien inventées, entre la fin des années 70 et le début des années 2000. 42 nouvelles activités. La dernière en date, c'est le kitesurf. Vous pouvez identifier le fait que le kitesurf est déjà largement historique, daté. Les premiers prototypes de kites sont apparus au Festival du Vent de Calvi en 1993. Depuis, il n'y a pas eu d'innovation de rupture. Ce qui veut dire très clairement que la phase 2, la phase liée au sport de glisse, est en phase d'extinction, en phase terminale. Donc la question qui s'est posée il y a une douzaine d'années, c'est est-ce qu'il va y avoir un renouvellement du marché? Est-ce que l'on va avoir de nouvelles orientations techniques, de nouvelles orientations technologiques? Il y a 12 ans, la réponse c'était non. Depuis 2007, c'est-à-dire la création des smartphones, la réponse est peut-être. Aujourd'hui, en 2017, la réponse est oui. Certainement oui. Et c'est la dernière phase, la phase sociétale 3, qui correspond au sport numérique. Alors attention, quand je dis sport numérique, je ne parle pas du e-sport. Je parle d'un sport médié par un certain nombre de plateformes d'intermédiation numérique qui permettent aux gens de développer un certain nombre d'activités. Et ce qui doit nous intéresser, c'est que ces activités reposent à la fois sur du matériel différent et sur des logiques en termes de demande différentes. Si vous prenez, et je vais vite,
Si vous prenez la phase 1, les sports olympiques utilisent ce que nous appelons des outils de sport. Qu'est-ce que c'est qu'un outil de sport? C'est un matériel, un javelot, un disque, un marteau par exemple, qui, quand on l'utilise, permet d'obtenir un résultat. Exactement comme lorsqu'on utilise une perceuse, on l'utilise pour obtenir un résultat qui est le trou dans le mur. Eh bien, les outils de sport ont été conçus dans les années 1940, 1950, 1960 pour produire du résultat. Le problème, c'est que les outils de sport aujourd'hui, vous ne les trouvez plus. Amusez-vous à aller chez Decathlon, avisez un vendeur et demandez-lui d'acheter un poids de 7 kg 250, poids aux normes olympiques. Le vendeur, il va vous regarder avec des hurons et vous dire « Mais monsieur, on ne vend pas cela ». En fait, les outils de sport, il n'y a plus de marché. Il n'y a donc plus de commerçants qui vendent des outils de sport, sauf des commerçants qui se contentent de petits marchés relativement marginaux et au bénéfice d'autre chose. Autre chose, c'est ce que l'on a appelé les instruments de sport. Les instruments de sport, ce sont les sports de glisse. La différence entre une paire de skis qui permet d'obtenir une médaille d'or olympique et un snowboard qui permet d'obtenir des sensations agréables, toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort, mais pour décoller, pour avoir du vertige, pour avoir des sensations, pour se mettre en scène, la différence, elle est importante. Est-ce qu'un snowboard, en termes de définition, c'est un outil de sport? La réponse est non. La réponse est non, tout simplement parce qu'il ne permet pas la même chose. Il ne permet pas d'obtenir un résultat. Donc nous nous sommes posé la question de savoir s'il existait une définition d'objet technique que l'on utilise quotidiennement pour obtenir autre chose qu'un résultat. On est tombé très vite sur les instruments de musique. Est-ce que l'on appelle un piano un outil de musique? La réponse est non. On l'appelle un instrument de musique. Bingo. Les sports de glisse ont produit des instruments de sport. Et la différence, elle est majeure. Parce qu'en termes de commercialisation, en termes de recherche technique et en termes de technologie, ce n'est pas du tout la même chose. La logique d'aujourd'hui, elle est encore différente. Ce que recherchent les gens en termes de service, c'est plus le résultat, c'est plus la sensation, c'est autre chose. Et il a fallu trouver ce que correspondait à cette autre chose. Et en réalité, on se rend compte très vite, à partir d'un certain nombre d'études que nous avons réalisées, que ce que recherchent aujourd'hui les gens, c'est du lien social. C'est de la connexion dématérialisée par rapport à quelque chose qui est la recherche, la rencontre, l'intégration d'un groupe, même si ce groupe est un groupe immatériel. Donc vous voyez là les trois logiques qui mettent en évidence autre chose que ce que nous connaissons depuis 120 ans, depuis la rénovation des Jeux Olympiques, et que ce que nous connaissons depuis les années des sports de glisse. Et c'est cette autre chose-là que nous sommes en train d'investiguer. Nous investissons un domaine qui est complètement inconnu. Et les résultats que nous obtenons nous permettent aujourd'hui de mettre en évidence un certain nombre de choses, en particulier le fait que la relation dématérialisée, c'est-à-dire la relation non physique. Pour faire court, je vais prendre un exemple qui est le fitness. Nous travaillons beaucoup sur le fitness parce que le fitness est le premier marché national, européen, en matière d'activité physique. Je ne parle pas de sport, je parle d'activité physique. Il faut savoir que les clients des salles de fitness aujourd'hui représentent le double du nombre de licenciés de la Fédération française de football, qui elle-même est la première fédération olympique française. 5 millions de Français et de Françaises font du fitness. La réalité du fitness est donc une réalité sociale, sociétale même, clairement sociétale, mais aussi économique, commerciale et industrielle. Donc nous travaillons beaucoup sur le fitness parce que le fitness a un problème majeur, c'est la déperdition des clients. Il y a un turnover qui est absolument monumental. Les salles de fitness sont obligées de renouveler leur clientèle à hauteur de 60-65% tous les ans. C'est intenable. Donc nous avons essayé d'identifier les raisons de ce turnover et surtout la façon dont on pourrait mettre en place des dispositifs qui permettraient non pas de l'enrayer, mais de le minimiser. Et le dispositif que nous avons conçu, c'est un dispositif de club virtuel. Une salle de fitness, c'est d'abord un lieu physique avec une adresse postale. Nous sommes en train de transformer les salles de fitness en structures dématérialisées, numériques, non plus avec une adresse postale, mais avec une adresse Internet. Sur la base de dispositifs, alors qui ne sont pas Facebook, qui ne sont pas Twitter, qui ne sont pas Instagram, qui ne sont pas tous ces dispositifs-là, qui sont des dispositifs totalement privatifs. L'idée qui vous est présentée là, enfin le concept qui vous est présenté là, c'est un concept qui est travaillé avec la Fédération française de tennis, qui va être la première fédération française à effectuer ce que l'on appelle sa transition numérique.
dès le premier semestre 2018, les clubs de tennis auront à leur disposition un dispositif sur tablette, sur smartphone, sur ordinateur, qui leur permettra de passer de la structure physique qu'ils sont actuellement avec une adresse postale à une structure dématérialisée avec une adresse Internet. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien parce que le temps de présence, et ça a été mesuré à de nombreuses reprises, le temps de présence des licenciés de la fédération, quelles que soient les fédérations d'ailleurs, au sein même du club physique, n'excède pas 4 heures par semaine. Vous imaginez, dans une salle de fitness, c'est la même chose. Vous imaginez qu'en 4 heures par semaine, il est extrêmement difficile de créer du lien. Le lien social, en fait, ne se crée pas. Donc nous avons conçu un prototype qui est actuellement testé au niveau du tennis, qui va permettre de créer du lien dématérialisé, de façon à ce que le club immatériel, le club virtuel, le club numérique, vous l'appelez comme vous voulez, soit opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Exactement comme Facebook, à une différence près, c'est qu'il sera totalement privé. Le problème, c'est que Facebook utilise vos datas. Là, le dispositif, le prototype que nous testons, c'est un dispositif totalement privatif qui ne permet pas l'exploitation des datas. Et c'est quelque chose qui change la donne. Donc, et je vais en terminer là, tout ceci, vous le trouverez dans ce livre, qui est un livre Internet, mis à disposition gratuitement. Vous pouvez le consulter comme vous voulez. Vous pouvez le consulter comme vous voulez, à cette différence peut-être près qu'il y a 30 heures de lecture proposées. Il vous détaille, il vous explique tout ce que nous produisons, tout ce que je viens de vous dire là. Donc je ne peux que vous proposer de vous y intéresser. Vous avez une timeline Twitter qui est à droite, qui est actualisée quotidiennement et qui permet de suivre toutes les analyses en temps réel avec des éléments, des ingrédients, des minerais que nous mettons en évidence et que nous décidons de mettre en ligne parce qu'ils illustrent la problématique du livre. Donc allez sur cette problématique, allez sur ce livre et vous allez peut-être voir les illustrations de tout ce que je viens de vous dire. Merci. Merci beaucoup, Alain. 2 questions rapides par rapport à cet exposé, par rapport à ton exposé. La première, très rapide, on parle aujourd'hui effectivement des salles de sport qui ont en quelque sorte ubérisé les associations sportives et les fédérations sportives. Il y a clairement un changement dans la pratique et dans la consommation du sport. Aujourd'hui, est-ce que les salles de sport sont nécessaires? Il y a des plateformes avec des coachs, du coaching à domicile, du coaching dans les parcs. Et en fait, est-ce que cet endroit physique dont tu parlais est encore nécessaire à la pratique du sport ou est-ce qu'on va même pouvoir s'en passer et l'important, c'est d'être ensemble pour pratiquer du sport? Alors, cette question est une question importante qui n'a pas de réponse actuellement, sauf à essayer de construire un scénario. Le scénario, nous le construisons avec ce que l'on appelle des smart cities, c'est-à-dire des villes intelligentes, des villes qui travaillent avec nous pour essayer de voir s'il serait possible de sortir de la logique extrêmement coûteuse de conception et de construction d'équipements, sachant que les équipements construits aujourd'hui seront obsolètes dans 15 ans, au bénéfice d'autre chose. Et c'est autre chose-là que nous sommes en train d'essayer d'identifier. Cette autre chose, ça pourrait être des équipements légers, non orientés vers la compétition, c'est-à-dire non pas proposés à des compétiteurs, à des concurrents, mais proposés à une autre catégorie de sportifs. Et là, nous sommes partis sur une illustration qui est extrêmement pertinente. Vous connaissez peut-être dans le domaine du marathon, le marathon du Médoc. Le marathon du Médoc, c'est le plus long marathon du monde. Le problème, c'est qu'il fait exactement la même distance, la même distance que les autres, 42 km 195. Simplement, c'est le plus long du monde parce qu'on ne cherche pas à faire un temps, on cherche à rester le plus longtemps possible sur l'événement. Au point que le Médoc, ce n'est pas, enfin, les participants au Médoc, ce ne sont pas des concurrents, ce sont des connivents. Le sport de concurrence versus le sport de connivence, c'est aussi la possibilité d'utiliser des équipements qui sont en devenir. On n'a pas encore la certitude que le scénario sera celui-là, à cette différence quand même que ces équipements seront obligatoirement connectés, de façon à pouvoir produire de la data, comme par exemple ce que propose Strava, comme par exemple ce que propose un certain nombre de startups, qui produisent de la data personnelle. La différence, c'est que cette data, il faut pouvoir l'exploiter derrière. Et là, alors là, mais on est sur un scénario qui est extrêmement compliqué. Nous sommes en train de construire une hypothèse qui vise à mettre en évidence le fait que dans 10, 12, 15 ans, on verra apparaître ce que nous appelons des crypto-classements sportifs. Un crypto-classement sportif, c'est un classement qui n'est pas certifié par une fédération,
qu'elle soit nationale ou internationale, qui est certifiée par autre chose. Et cette autre chose a un nom, c'est une technologie qui s'appelle la blockchain. Un crypto-classement sportif, ça sera la possibilité d'entrer dans une logique de réseau qui permettra de produire de la data, de la mesure personnelle, que l'on mettra en comparaison avec les autres. Non pas sur la base d'un club, non pas sur la base d'une appli, non pas sur la base d'une fédération, mais sur la base de quelque chose qui va se créer, ce n'est pas encore créé, qui sera un crypto-classement. Donc, tu vois que ta réponse, elle est importante, mais là, elle nous emmène dans des méandres qui sont extrêmement complexes. C'est pour ça que je ne vais pas poser ma deuxième question tout de suite, parce qu'elle va nous emmener dans d'autres méandres et que je voudrais quand même faire intervenir nos les deux autres personnes présentes autour de moi aujourd'hui. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par la start-up. Voilà, on a décidé d'être un petit peu disruptif par rapport aux grands groupes. Et du coup, je vais te demander, Brice, de nous présenter juste d'abord, rapidement, parce que c'est pas que le sujet, mais c'est un peu le sujet, Squader, en quelques minutes. On a les slides ou pas? Je sais pas. Tu vas avoir les slides. Ouais, très bien, merci. Et tu as la petite. Effectivement, pour parler du sport en 2030, déjà bonjour à toutes et à tous. Pour parler du sport en 2030, c'est bien de parler du présent. Nous, ce qu'on fait, on est la solution de sport connecté pour le bien-être et la cohésion sociale en entreprise. Donc je suis déjà content que la baseline rejoigne ce que dit Alain juste avant. De quoi on est parti? Alors, attends, comment tu... À droite? Ça veut pas? Ah. De quoi on est parti d'un constat, et ça c'est important, il y a moins de 10% de la population qui fait suffisamment d'activité physique pour en tirer des bénéfices de santé. Moins de 10%, c'est-à-dire il y a personne. Pourtant on a l'impression qu'il y a le boom du sport. Donc nous on s'est placé sur un créneau, merci Benjamin, c'est motiver 100% des collaborateurs. Et motiver les sportifs, on s'en fout. Ils n'ont pas attendu d'être dans votre entreprise pour se motiver. Et en plus, c'est une faible partie de l'entreprise. Par contre, la clé, c'est les sportifs du dimanche et les non-sportifs. Et il était essentiel, et il le sera toujours dans le futur, de ne pas être discriminant vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Raison pour laquelle on les inclut pleinement. Et actuellement, on a 29 000 utilisateurs à travers 23 pays dans le monde, et on a jusqu'à 92% d'engagement, l'engagement étant notre mission, donc elle est actuellement, on va dire, remplie. Voilà. Parfait, c'était court, c'était concis, c'était clair. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut penser d'habitude, le job d'une start-up, c'est pas d'inventer le sport en entreprise de demain, c'est d'inventer le sport en entreprise d'aujourd'hui. Parce que le but d'une start-up, c'est de gagner de l'argent, c'est de créer de l'emploi, c'est de générer de la richesse. Mais néanmoins, vous êtes obligé toujours d'essayer d'avoir un coup, 2 coups d'avance. Et du coup, le sport en entreprise de demain, vous l'appréhendez comment pour commencer déjà aujourd'hui à y répondre? Alors effectivement, on n'est pas doté d'outils prédictifs. Donc on a joué sur notre intuition. Et notre intuition, c'est que pour penser le sport en entreprise en 2030, il faut penser l'entreprise d'abord, avant le sport. Et l'entreprise, on a imaginé que l'entreprise, on a le salariat qui est de moins en moins réglementé, on le voit actuellement avec notre gouvernement, on a de plus en plus de télétravail, on a de plus en plus de personnes en mobilité. Et en fait, on s'est dit, les lieux de travail, le bureau va devenir de plus en plus un lieu, on va dire, de passage. Un lieu où des talents vont intervenir sur des projets ponctuels, vont intervenir 1 semaine, 3 mois et vont partir. Et à partir de là, créer de la cohésion et du sentiment d'appartenance pour une entreprise, on va dire à l'échelle globale de l'entreprise, alors qu'on a des collaborateurs qui sont disséminés un peu partout, avec du télétravail, avec des gens qui sont mouvants un peu partout, ça va être un casse-tête. Et on s'est dit, le sport est un bon levier, le digital est incontournable, et la gamification est devenue, je pense, et le deviendra maintenant indispensable. Voilà sur quoi on a parié. La gamification comme réponse pour le sport en entreprise à vision 2030. François, si on avait eu cette conférence il y a 2 ans, on se serait dit le sport en entreprise à horizon 2030, c'est quoi? Peut-être qu'en 2030, il y a des entreprises qui considéreront que le e-sport doit faire partie de leur stratégie. Pour Voyage SNCF, c'est pas 2030, c'est 2017. Le e-sport fait déjà partie de votre stratégie. C'est assez étonnant pour une entreprise, on va dire, institutionnelle comme la vôtre. Alors, pourquoi et comment? Bonjour à tous.
Oui, en 2017, en mars 2017, on a lancé une équipe d'e-sport avec une spécificité, c'est que c'est une équipe qui est composée que de collaborateurs de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est des développeurs, c'est des gens du marketing, de la com, etc. Et à qui on a proposé de se rejoindre sous une même bannière, la Team Loco que vous voyez ici, et qui leur permet de participer à des compétitions, à des tournois, des LAN en physique, voilà, et de porter du coup les couleurs de l'entreprise. Alors, on l'a lancé, je vais vous dire franchement, de manière un peu... on a tenté le coup. Ça faisait assez longtemps qu'on cherchait chez voyagesncf.com. Donc nous, on est le distributeur digital de SNCF. On cherchait un sport qui nous ressemblerait. Donc on a 34 ans d'âge moyen, on est dans le digital. Donc on avait fait des choses beaucoup autour du sport en entreprise d'un point de vue RH. Donc du yoga, de la méditation pour le bien-être des collaborateurs. On encourage aussi beaucoup des activités en équipe, donc la parisienne, le mode D, des choses comme ça. Mais finalement, c'était plutôt une entrée RH que vraiment de se dire mais quel est le sport qui nous ressemble le plus possible. Et moi j'avais cette conviction que l'e-sport c'était bien pour nous, j'avais eu pas mal de contacts avec le secteur, mais ça ne me convenait pas au sens où en gros il s'agissait de payer des équipes pour mettre notre logo dessus, je trouvais pas ça très intéressant. Et un jour il y a quelqu'un de l'entreprise qui m'a dit mais est-ce que tu sais par exemple il y a Johan, lui il est extrêmement bon sur League of Legends. Alors je me suis dit tiens c'est marrant quand même, c'est vrai on a 800 devs, tout ça. Et donc j'ai posé une annonce, j'ai dit ben voilà, si vous faites de l'e-sport et que ça vous intéresse, faites-vous connaître, on a envie de monter une équipe. Très vite, il y a eu plein de personnes, une douzaine de personnes qui ont commencé à s'entraîner, qui ont eu plutôt un bon niveau et on a décidé de sortir et d'annoncer qu'on créait notre propre structure. Et ce qui est super marrant, c'est que nous, on est une filiale de SNCF et dès qu'on est sorti, qu'on s'est fait connaître, il y a énormément de gens de tout SNCF qui ont voulu nous rejoindre. Donc on a commencé à 12. Aujourd'hui, il y a 36 personnes dans l'équipe et il y a plus de 120 membres de ce qu'on appelle nous la communauté. Ces 120 membres, en fait, c'est des gens qui ont voulu rentrer, qui n'avaient pas le niveau, mais avec qui on garde des contacts. Et donc cette équipe de 36 personnes, elle fait des compétitions dans les grands tournois. Voilà l'histoire. Cohésion, gamification, on est en plein dedans du coup. Ouais, on est vraiment là-dedans. Et par rapport à ce qu'on se disait sur l'évolution aussi du sport, ce qui est assez intéressant, et souvent quand on raconte cette histoire, ce que les gens nous disent, c'est c'est incroyable qu'une entreprise comme voyagesncf.com ou comme SNCF s'intéresse à l'e-sport et quelque part ça l'institutionnalise. Et je pense qu'on réfléchit souvent à quel sera le sport en entreprise en 2030, avec l'idée que c'est l'entreprise qui s'adapte au sport. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir ce que l'entreprise peut apporter au monde du sport, à ces nouveaux sports, ces nouvelles pratiques émergentes, pour tout d'un coup leur donner la légitimité qu'elles n'ont peut-être pas encore. Et tout d'un coup, l'entreprise, qui est une institution, leur donne ce cachet. Et ça, je pense qu'on a aussi à y réfléchir en tant qu'entreprise sur cette logique-là. Bon, et les RH, ils réagissent comment? Parce que ça veut dire que vous êtes avec des salariés qui passent déjà 10 heures par jour assis devant un écran d'ordinateur et vous les encouragez à passer 18 heures par jour assis devant un écran d'ordinateur en termes de mobilité, en termes de... Bon voilà, est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi des solutions d'activité physique et de pratique par ailleurs dans le groupe SNCF au sens plus large? Alors, il y a évidemment beaucoup de choses et le sport dans notre entreprise ne se résume pas à l'e-sport, bien heureusement. Et voilà. Les RH, là où ça les intéresse, c'est que ça leur permet de réintégrer dans des logiques de groupe des très jeunes populations, donc ces fameux millennials dont on parle, alors qui sont peut-être plus aussi jeunes qu'ils l'étaient quand on a commencé à en parler, et en allant sur leur terrain. Et ça, en termes peut-être qu'en termes d'exercice physique musculaire, c'est peut-être moins bien qu'avant. Par contre, je peux vous garantir qu'en termes de marque employeur, c'est quelque chose d'extrêmement structurant. Alors, peut-être pour rebondir quand même, je pense qu'il est important de dire que l'e-sport, évidemment, ça fait moins de calories dépensées que si vous faites un match de foot, mais c'est aussi une activité qui fait travailler notamment le cerveau, mais aussi des parties du corps. Et si on considère que le bridge est un sport,
on peut tout à fait considérer aussi que l'e-sport au même niveau. Voilà. Alors moi je considère pas que le bridge est un sport, mais je considère que l'e-sport est un sport, parce qu'il y a une différence fondamentale entre le bridge et le e-sport, c'est que le e-sport demande une mobilité, demande des réflexes, alors que le bridge n'en demande pas, demande simplement d'intellectualiser la chose. Mais on va pas rentrer dans les définitions techniques entre le bridge et le e-sport. Mais effectivement ils ont leur préparateur physique, ils ont leur ostéopathe et ils ont des préparations physiques spécifiques également. Moi je connaissais bien le monde du jeu vidéo, mais je connaissais pas l'e-sport, qui est vraiment quelque chose de très particulier. Et sur certains jeux, on estime moi ça m'a bluffé, à plus de 150 les réflexes que l'on peut activer en 1 minute. C'est un truc absolument incroyable. C'est d'ailleurs assez problématique puisque on a pu constater scientifiquement que chez l'homme, les réflexes commençaient à diminuer à partir de 20 ans. Et du coup, c'est pour ça que la moyenne des joueurs professionnels de e-sport est extrêmement basse, puisque les réflexes diminuent très très vite. Et donc, on a des joueurs professionnels de e-sport qui sont moins âgés que les joueurs professionnels de foot ou d'autres sports. Alain, j'ai du coup une question assez simple, puisqu'on essaye d'imaginer le sport à horizon 2030. Est-ce que la salle de sport du futur, est-ce que la communauté de sport du futur, c'est pas l'entreprise? Et est-ce que peut-être, plutôt que de créer 2 endroits, 3 endroits différents, c'est pas plus simple d'avoir un endroit dans lequel on travaille la journée, mais dans lequel le midi, l'après-midi ou le soir, on pratique cette activité avec une communauté de personnes qu'on fréquente quotidiennement au travail ou pas, et avec tout simplement une envie de partager une activité? Je ne vais pas te répondre oui, parce que la vision que nous essayons d'avoir par rapport au sport, c'est une vision globale, c'est-à-dire nous essayons d'identifier la totalité, 100% des consommateurs ou des pratiquants. Or, répondre oui à ta question, ça voudrait dire qu'on serait là devant une population qui serait d'abord, avant tout, une population d'actifs. J'ai joué avec la Fédération française de sport entreprise, avec la Société Générale, et j'ai jamais été salarié de la Société Générale. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que... je vais répondre après. Mais d'abord, je veux recontextualiser. Il y a les actifs, mais il y a aussi les enfants, il y a les retraités, et il y a le 3e âge. Et pour vous donner une petite idée de l'extension des marchés du sport tel que l'on le conçoit aujourd'hui, on s'est rendu compte très vite, enfin pas nous, mais les producteurs de ce genre d'appareils, comme la Wii par exemple, que les maisons de retraite étaient des gros consommateurs. Tout simplement parce que la Wii permettait de développer une activité physique fine pour des personnes du 3e ou du 4e âge qui, sans elles, n'auraient jamais accédé à ce type de motricité. Donc, il y a d'abord aussi la totalité du public potentiel. Pour répondre maintenant à ta question, il est clair que l'entreprise a vocation, et d'ailleurs ça était très bien dit lorsque tu l'as évoqué tout à l'heure, l'entreprise a vocation aussi à évoluer par rapport au temps de présence de ses salariés, de ses employés en son sein. Et il est clair, on le voit très bien dans la Silicon Valley, par exemple, il est clair que l'entreprise, la culture d'entreprise, notamment des entreprises d'Internet, les grands acteurs d'Internet de la Silicon Valley, n'a pas grand-chose à voir avec la culture d'entreprise des sociétés françaises. Eh bien, il s'agit de voir comment les choses se mettent en place, comment les relations de travail. Alors, je ne dis pas que c'est toujours positif. On a vu tous les scandales en termes d'atteinte sexuelle de la Silicon Valley récemment. Je ne dis pas que c'est toujours positif. Mais en tout cas, il y a là des réorientations de la position des salariés au sein même de l'entreprise qui fait qu'on recherche d'autres secteurs. Et comme tu le disais tout à l'heure, le sport en est un. Par définition, il en est un. Parce que le lien social se développe beaucoup plus facilement lorsque l'on est en relation physique avec un autre. Moi, je me souviens, il y a 25 ans, la grande folie au sein des entreprises, c'était le sport hors limite. L'idée était extrêmement simple, certains d'entre vous ont peut-être vécu cette époque-là. On mettait en place des dispositifs pour mettre des équipes de cadres ou des équipes de commerciaux en situation, non pas de danger réel, mais de danger potentiel. À 3 heures du matin, descendre une falaise en étant assuré par son PDG ou assurant son PDG, ça crée des liens que l'on peut peut-être retrouver ensuite au sein de l'entreprise. C'était il y a 25 ans. Donc on voit bien que l'entreprise est un vecteur, tu l'as dit aussi, est un vecteur potentiellement intéressant pour développer un certain nombre d'activités physiques. François. Sur cette question du rôle de l'entreprise, je pense qu'il faut aussi qu'on fasse attention
à ce que l'on attend justement de l'entreprise. Évidemment, l'entreprise a toujours été un lieu du sport. Je pense que ça remonte au 19e siècle, le paternalisme, voilà. Il faut juste se dire que l'entreprise a forcément, quand elle fait une activité extra, business, elle a forcément une intention. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est la logique parce que c'est une entreprise. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quelle sorte de sport on veut en 2030 et est-ce qu'il est compatible avec un sport où l'entreprise serait la plus prégnante. Après, on peut se dire, non, l'entreprise, son objectif, c'est le bien-être du collaborateur, ce qui n'est pas la même chose que le bien-être de l'individu. Il n'y a pas de question de cynisme ou quoi que ce soit. Je pense que c'est des vraies questions de société. Et c'est ça qui est intéressant pour se projeter en 2030. Je suis d'accord. Le meilleur moyen que les entreprises se mettent à développer la pratique, c'est de leur prouver que ça augmente leur compétitivité. C'est le meilleur moyen, de manière rationnelle, de convaincre une entreprise de se mettre à développer le sport en entreprise. Brice, j'ai deux questions. La première, c'est que même si, oui, le sport est dans l'entreprise depuis longtemps, aujourd'hui, des chefs d'entreprise ou des RH vraiment convaincus de mettre en place un programme solide de sport en entreprise, il n'y en a quand même pas tant que ça. C'est pas ultra développé. Donc déjà, c'est difficile de rentrer dans une entreprise en évoquant ça. Et puis en plus, tu nous parles un petit peu de la vision que vous avez de l'entreprise à 2025-2030. Si tu commences à parler au RH, au chef d'entreprise, du fait que ses salariés ne seront plus dans ses locaux dans quelques années, du fait qu'il faut gamifier, du fait que les CDI c'est terminé, tu dois faire un peu paniquer les gens. Donc comment tu fais pour vendre? Parce qu'au bout d'un moment, il faut répondre aux problématiques de demain, mais si tu veux vendre, il faut répondre à leurs problématiques d'aujourd'hui. Donc comment tu les accroches? Il y a un truc très intéressant dans ce que tu dis. Bon, déjà, le DRH, il sera même plus dans la boîte dans 15 ans après aussi. Donc, il y a un truc intéressant, c'est sur la prise de conscience des entreprises, notamment françaises, de l'intérêt d'investir sur le bien-être des collaborateurs par le sport. Quand je dis française, je vais prendre l'exemple des États-Unis. Alors, on prend toujours l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, ils ont 10-15 ans d'avance. C'est une expression cliché, mais elle est complètement avérée sur le sport. Alors, il y a une petite différence sur les États-Unis, c'est qu'ils ont un système de mutuelle qui est différent, de sécurité sociale qui est différent et qui fait qu'ils ont des incentives financiers qui sont beaucoup plus importants à investir sur le sport. Je pense qu'en France, et ça continuera à l'être, la raison pour laquelle le DRH va mettre en place et met actuellement en place des actions de sport en entreprise, ça va être moins sur la perf, c'est-à-dire sur la productivité. Et d'ailleurs, la plupart des DRH qu'on rencontre, ils sont très sceptiques sur le sujet. La raison première, ça va être la cohésion. Et c'est assez intéressant dans un pays comme la France, que je considère assez schizophrène. C'est-à-dire que c'est un pays dans lequel les gens ont un côté individualiste assez prononcé, et paradoxalement, un besoin ou une recherche de partage qui est importante. Alors, j'espère que les JO vont accentuer ce partage-là. Néanmoins, pour répondre à ta question, j'étais parti un peu loin, actuellement, on ne leur vend pas trop de performance et d'augmentation de productivité. Moi, ma baseline, c'est que le sport peut être une fin en soi. Pour Squad, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour la cohésion. Et la cohésion, c'est la clé. C'est qu'on a de plus en plus besoin d'interconnecter les gens. On a des entreprises de plus en plus multisites, avec des gens qui sont un peu en vadrouille partout. Et ces entreprises-là, elles ont besoin et d'être attractives pour les collaborateurs qui viendraient être embauchés, et pour les collaborateurs qui sont à l'intérieur, de garder les talents. Et pour ça, elles ont besoin de créer des expériences qui sont inspirantes, orthogonalement à leur mission de tous les jours. Les missions de tous les jours qui ne sont pas forcément funky, on le sait, en entreprise. Et là, on va proposer quelque chose d'inspirant et qui va inclure tout le monde. Et ça, je vais peut-être me fâcher avec les gens qui font du coaching en entreprise, mais le coaching en entreprise, ça n'engage pas tout le monde. Le coaching en entreprise, on va avoir une personne qui va venir ponctuellement le jeudi ou le mardi à telle heure. À telle heure, il y a 20% des gens qui seront encore en réunion, il y a 20% des gens qui devront aller chercher leur fille à l'école, 20% des gens qui seront en vacances, une autre partie malade. Finalement, il y aura 20% des gens qui seront de manière permanente engagés. C'est la raison pour laquelle je suis persuadé, et c'est avéré maintenant, donc je n'ai pas la science infuse, et c'est avéré, que le digital a toute sa place. Et je ne parle pas forcément de la solution Squad, mais le digital a une vertu. C'est qu'il, et pas que pour le sport, on le voit sur Facebook et WhatsApp, c'est qu'il interconnecte les gens et crée du lien sans avoir besoin de lier les gens physiquement. On ne peut plus maintenant lier les gens physiquement. 90% des gens que vous avez sur WhatsApp ou sur Facebook, vous ne les voyez jamais.
Vous les avez sur WhatsApp ou Facebook toute l'année, mais vous ne les voyez jamais. C'est pas pour autant que vous n'avez pas une vie sociale riche. En tout cas, la vie sociale actuellement, elle se définit comme telle. Et c'est la raison pour laquelle je suis persuadé que prendre le levier avéré du sport pour la cohésion, l'appliquer avec du digital de manière, on va dire, fine et intelligente, et y apporter une touche de gamification, il faudra bien un jour qu'en France on comprenne qu'un collaborateur qui s'amuse est plus performant. Et bien avec ces trois ingrédients-là, on a la clé pour en tout cas répondre aux besoins actuels, et je l'espère en 2200. Pour rebondir sur ce que tu dis, ce qu'on voit aussi dans les évolutions du monde du travail, parce que quand on parle de l'entreprise, on parle forcément du monde du travail, on voit beaucoup l'émergence de plus en plus forte du télétravail. Donc c'est exactement ce que tu racontes, c'est-à-dire que dans une société ou dans une entreprise où les gens vont travailler mais plus du tout ensemble, c'est-à-dire qu'ils pourront travailler de chez eux et ça se trouve ne jamais se croiser. Cette conjonction du digital et du sport est une solution très très intéressante qui, à mon avis, colle beaucoup à ce genre de pratique et la rend très, très, très pertinente en tout cas. Alors c'est une notion importante chez PepSport, c'est l'échange. Donc maintenant, je vais vous proposer vous aussi de poser vos questions. Alors j'en ai plein d'autres, moi, pour nos intervenants, mais l'objectif c'est de partager et par rapport aux différentes interventions, donc très différentes. On a une start-up, on a un grand groupe, on a un universitaire avec nous, un penseur du sport. Donc est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de les interroger sur un sujet ou un autre, ou tout simplement de réagir à ce qui a été dit? J'ai juste une question, mais très précise sur Squad. Vous disiez que vos interlocuteurs, c'était essentiellement les DRH. Effectivement, ils sont en recherche de cohésion, je peux le comprendre, mais est-ce que vous n'avez pas également les managers d'équipes commerciales? Et ceux-là sont souvent sensibles à la productivité, enfin, plus directement. C'est vrai que les profils RH, je remarque, parlent quand même plus de l'humain en termes de cohésion. Et dans les équipes commerciales, je trouve que la productivité est souvent plus présente. Donc je voulais savoir si vous aviez eux aussi comme interlocuteurs et si c'était sensible aux mêmes choses. Alors, pour pouvoir fédérer dans une entreprise et pour vendre notre solution, c'est bien quand ça vient de toutes parts. C'est bien quand ça vient d'en haut et c'est bien quand ça vient d'en bas. Donc effectivement, quand on a à la fois les collaborateurs, les managers et le top management, j'ai envie de dire, qui est convaincu, c'est bien. Effectivement, en général, les managers opérationnels, c'est pas des décideurs, c'est pas eux qui ont l'argent. Donc il y a un moment, il faudra que ça passe par le DRH, par le DRSE, parce qu'on répond aux 3 piliers de la DRSE, qui sont le pilier social, le pilier performance et le pilier environnemental. Moins les managers, même si dans la période, on va dire, de négociation, ils sont forcément intégrés, parce que c'est une solution qui est un peu disruptive. On parlait de disrupter le marché, qui est un peu innovante. La France, toujours schizophrène, très innovante d'un côté, très inerte d'un autre. Donc effectivement, nous, il y a pas mal d'entreprises qu'on a signées où ça venait même de plus bas. C'était les collaborateurs qui envoyaient directement leur DRH. Tiens, on a entendu parler de cette solution, et le DRH, il est content, parce que lui, il sent les bénéfices qu'il peut en tirer. C'est toujours sur la base du volontariat. Donc si c'est avant même de signer que les collaborateurs, ils sont hyper motivés pour prendre ce type de solution, bah là, on a gagné. Merci. Bonjour Corinne Tormont. J'ai été assez surprise dans tout ce que vous avez dit, même si je suis d'accord que le numérique favorise le développement de liens sociaux et de cohésion d'équipe. Je ne vois pas vraiment où est l'activité sportive dans une application numérique pour un vrai sportif, ou même quelqu'un qui aime bien bouger, marcher, avoir une activité physique, sans parler de sport. Alors je vais laisser Brice répondre, mais je pense qu'on voit avant tout le numérique comme un outil de mesure, donc de partage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à plus de 50% des gens qui courent avec un téléphone, avec une montre, avec un bracelet. Donc ça permet de mesurer ses performances, de les partager, donc de challenger, donc de renforcer on a les notifications, tu n'as pas été courir ces 3 derniers jours, pourquoi? Et donc c'est un outil de motivation, c'est un levier supplémentaire
pour permettre une assiduité plus grande et une motivation supérieure. Aujourd'hui, un des grands freins à la pratique sportive, c'est la motivation quotidienne. Pourquoi ce matin, je vais aller courir alors que j'ai pas envie, j'ai envie de rester 1 heure de plus dans mon lit? La motivation, c'est le digital qui peut l'apporter. Je pense que c'est une des réponses que le digital permet à l'activité physique. Effectivement, moi je vais vous juste donner 3 chiffres parce qu'effectivement on parle beaucoup de numérique et effectivement tu l'as dit comme un outil. Nous sur notre plateforme, tous les mois, il y a 229 millions de pas qui sont marchés dans les 23 pays dont je parlais. Il y a l'équivalent de 1300 marathons qui sont courus et l'équivalent de 3 tours du monde qui sont parcourus à vélo. Donc on parle véritablement d'activité physique. Quand on parle de gamification, c'est un outil. Quand on parle de digital, c'est un outil. La fin en soi, c'est la cohésion d'équipe. Le moyen principal, c'est le sport. Mais véritablement d'activité physique. Après, effectivement, il y a le e-sport dont on parlait. Effectivement, il y a des différences. C'est légèrement moins physique, mais on y retrouve des enjeux. Nous, dans le cas de Squad, moi, je veux bouger les gens. Je veux qu'ils se sentent mieux personnellement, donc en tant qu'individu, et également avec leurs collègues. Donc, c'est vraiment les bouger à faire du sport. C'est plus clair. Merci. Merci Benjamin. Alors, ma question est en relation avec le propos précédent. Donc, je suis Rodolphe Legendre, DTN de l'UCPA. On parle de digitalisation. Cette question est pour vous, Monsieur Lauré. À l'horizon 2030, lorsqu'il s'agit effectivement de digitaliser la relation sportive, est-ce que le remplacement progressif par des chatbots ou de l'intelligence artificielle, de conseils que donnent aujourd'hui des éducateurs sportifs qualifiés, est-ce qu'il faut le craindre, l'anticiper, rechercher des complémentarités? C'est ma question. Je n'ai pas la réponse. Ce que l'on peut identifier actuellement, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre de demandes de plus en plus explicites pour chanter tout ce qui relève d'un coaching physique. Alors, pour des raisons multiples. La première raison, c'est la facilité. Il est évidemment beaucoup plus facile, beaucoup plus simple d'avoir un coach numérique, tout simplement parce que la personne qui l'utilise est autonome. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une difficulté. Et cette difficulté peut fonctionner comme un repoussoir. La difficulté, c'est l'apprentissage. À l'UCPA, votre métier, c'est justement l'apprentissage des techniques sportives. Vous savez donc qu'il y a une vraie difficulté. Or, il y a des gens qui ne supportent pas d'être dans une situation qui s'apparente assez bien à ce qu'ils ont fait à l'école. Il faut donc inventer de nouvelles modalités de pratique. Et la demande que l'on identifie actuellement, c'est que la modalité dématérialisée, c'est-à-dire non physique, par rapport à d'autres paramètres qui permettent d'avoir un retour d'information sur ce que l'on produit en termes de résultats, en termes de gestes, adaptés ou pas à la pratique, cette recherche-là, on l'identifie aujourd'hui. Je vais prendre un exemple qui est le golf. L'UCPA, aujourd'hui, est positionné sur le domaine du golf. Les Anglais ont une expression qui est extrêmement amusante en matière de golf. Ils disent le problème du golf, c'est que les 20 premières années, ce sont les plus difficiles. Eh bien, ça résume bien la difficulté. Aujourd'hui, il faut trouver, je pense que l'UCPA doit réfléchir à ça, me semble-t-il, il faut trouver des modalités d'apprentissage qui raccourcissent les durées d'accès à l'expertise. Or, aujourd'hui, il est clair que les objets techniques liés au numérique, tout ce qui relève de la possibilité de produire de la data personnelle va raccourcir la durée d'accès à l'expertise. Donc à mon avis, et pour répondre à votre question, il faut combiner les deux. La dimension physique, la relation physique au coach est à mon avis importante, elle est certainement essentielle, mais ça va amener des modifications concernant les programmes de formation des coachs, des éducateurs sportifs, qui vont devoir intégrer, enfin les formations vont devoir intégrer une dimension numérique. Elles ne le font pas actuellement, elles vont le faire, parce que si elles ne le font pas, elles sont complètement déconnectées. Déconnectées de quoi? De cette demande de plus en plus puissante que l'on sent monter en puissance, qui est la dématérialisation du conseil. Le coach dématérialisé que l'on peut utiliser de manière autonome, sans avoir à respecter un horaire. Donc pour moi, la solution pour le CPA, c'est la combinaison des deux, à une échéance 2025-2030. Deux éléments de réponse par rapport à ça. L'exemple du golf est très marquant. Il y a un autre sport où les premiers mois ou les premières années sont extrêmement difficiles, c'est le surf,
Qu'est-ce qui est difficile dans le surf? C'est qu'on a énormément de mal à identifier le moment exact où il faut se lever sur sa planche. J'étais à un concours de start-up ce week-end, de Sport Up Summit à Font-Romeu en Occitanie. La start-up qui a gagné, c'est une start-up qui pose un objet sur le devant de la planche et qui passe du rouge au vert au moment où il faut se lever parce qu'il y a un accéléromètre, parce qu'il y a de l'intelligence à l'intérieur et parce que du coup, ils savent exactement quel est ce moment-là et ça va permettre de limiter ce temps d'apprentissage. Et puis pour finir, Rodolphe, ta question me permet de replacer ma citation favorite quand on parle d'innovation. Tu disais, est-ce qu'il faut le craindre ou est-ce qu'il faut l'accompagner? Churchill a dit, je me rappelle plus de la citation. Non, il faut prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne à la gorge. Donc il faut le prendre avec la main et il faut surtout l'accompagner parce que sinon vous allez vous faire bouffer par ça et vous allez finir par être vaincu par ces chats. Moi, si je peux juste dire, moi c'est plutôt ma casquette de DIRCOM. Moi, je pense aussi que sur ces logiques de sport, ce qu'on va voir arriver, c'est qu'on va avoir à nouveau besoin de marques références. C'est-à-dire que si vous, aujourd'hui, vous vous baladez sur votre iPhone, vous voyez mais des dizaines et des dizaines d'applis qui vous promettent, vous allez maigrir, vous allez devenir musclé, etc. Et à un moment, on va bien se rendre compte que c'est des escrocs, vous allez vous faire mal, ça coûte trop cher. Et je pense que typiquement, une marque comme l'UCPA, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est une marque qui a la légitimité, un peu comme les marques médias comme Le Monde et Le Figaro, dont on avait dit qu'elles allaient disparaître. À un moment, on peut se reposer au milieu de la mêlée en disant « Attention, vous avez besoin de gens qui sont référents, qui ont un savoir, et c'est ça que vous pouvez apporter. » Alors, je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question, mais je trouve que la marque UCPA là-dessus a quelque chose d'incroyable à jouer pour fédérer justement ce monde du contenu de l'accompagnement sportif sur le digital. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Et après, on va devoir conclure. Bonjour à tous. Donc Fabrice Bretel, moi je travaille à la Fédération Française Sport pour tous. Je voulais vous remercier pour la qualité de vos échanges. D'abord, j'ai une remarque et ensuite une question pour Monsieur Loret. La remarque, c'est que, en tant qu'ancien maintenant dans le domaine du sport, puisque j'approche la quarantaine, je suis impressionné par la digitalisation, pardon, j'ai parfois du mal à le dire, de tous ces domaines-là. Je trouve que ça a effectivement un intérêt, vous l'avez dit, notamment pour motiver des personnes qui n'étaient pas forcément motivés à la base. Effectivement, la montre qui vous rappelle que vous n'avez pas couru depuis 2 jours. Effectivement, là, cette semaine, vous avez fait qu'un footing au lieu de 2. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre des écrans, de cette informatisation des données, etc. C'est vraiment un intérêt capital. Mais je pense aussi qu'il y a des précautions qui vont devoir être prises pour pas que le tout écran, parce que malgré tout, ça reste des écrans, ça reste des machines, prennent le dessus sur effectivement le lien social et ce qui se faisait, ce qui peut se faire différemment, est-ce que moi je mets en place sur le terrain directement. Voilà, c'est une remarque, mais je me demande même si, je suis un peu provocateur, mais s'il n'y aura pas une sorte de retour, un boomerang de la digitalisation d'ici 15 ans où les gens en auront ras-le-bol des écrans. Voilà, oui, mais c'est une remarque un peu provocatrice. Et ensuite, la question pour M. Loret, j'ai bien aimé sa phase de création de phases. J'avais jamais vu ça, donc je suis aussi un bon connaisseur de l'histoire du sport, avec vos phases olympiques, digitales et vos sports. Enfin, pardon ? Sport de glisse, effectivement. Est-ce que, du coup, je voulais une précision sur, c'est-à-dire que pour vous, quand vous parlez de destruction, c'est-à-dire que ces sports, l'athlétisme, le tennis, etc., sont voués à disparaître, non, ou est-ce que, voilà, parce que vous prenez l'exemple d'un poids. Je ne suis pas sûr que dans les années 80, beaucoup de gens achetaient des poids de 7 kg 250 à Decathlon. Ça reste, vous avez pris cet exemple un peu peut-être marginal, mais voilà. Vous voulez revenir sur le slide ? On peut revenir sur le premier PowerPoint ? Alors, la question est évidemment essentielle. Il ne s'agit pas de considérer que chaque phase élimine l'autre. C'est un enrichissement. La phase 1 n'est pas remplacée par la phase 2, qui n'est pas remplacée par la phase 3. On est aujourd'hui devant un paysage sportif mondial qui s'enrichit de ces phases. Elles perdurent.
Par contre, pour les analyser, il faut utiliser un modèle d'analyse qui est extrêmement simple. Il faut distinguer deux choses. La phase 1, par exemple, aujourd'hui, elle est mature dans un secteur, dans une économie, qui est l'économie du sport qui se regarde. L'économie du sport qui se regarde, c'est tous les événements liés, par exemple, aux Jeux Olympiques ou aux Coupes du Monde de football ou toute autre forme d'activité. Les autres phases, en particulier la phase 2, n'est pas liée du tout à l'économie du sport qui se regarde, mais liée à l'industrie du sport qui se pratique. La différence est absolument essentielle. Si vous ne faites pas cette différence, vous arrivez à la conclusion que vous venez de formuler, à savoir qu'une phase a remplacé l'autre. Non, pas du tout. Non, c'était pas une conclusion, c'était une question. Mais sachant qu'il y a quand même beaucoup encore de gens qui pratiquent ces sports olympiques. Mais évidemment. La plupart même. Le foot, le tennis, le vélo, la natation restent les sports pratiqués. On n'a pas le temps, mais je vais quand même répondre en 30 secondes. Ceux qui utilisent aujourd'hui les sports olympiques, ce sont les licenciés des fédérations olympiques. Non, pas uniquement. Ça reste du sport informel également. Non, le football, le tennis, le vélo. Pour une raison très simple, c'est qu'un sport olympique, c'est une discipline. On parle de discipline olympique. Utiliser le mot discipline, ça porte à certaines conséquences. Où utilise-t-on ce mot discipline? À l'armée, en milieu carcéral, à l'école et dans le domaine du sport. Question toute simple. Qui aujourd'hui va acheter de la discipline? Réponse: personne, sauf les licenciés. Le problème des licenciés, c'est que leur moyenne d'âge est de 15 ans. Autrement dit, ce n'est pas eux qui choisissent, c'est leur famille. La réalité, elle est là. La question est donc, la réponse à la question est donc, chaque phase ne remplace pas la précédente, elle vient enrichir l'offre de sport, mais à condition de distinguer le sport qui se regarde du sport qui se pratique. Je suis désolé, je ne peux pas aller plus loin. Mais allez dans le livre. Vous avez les réponses dans le livre. Oui, mais ne dites pas que les Alors, gens... on va arrêter là le débat. Merci beaucoup. Et juste, moi, je vais répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le risque du tout écran. Ce qui est de très intéressant, c'est que les organisateurs d'événements s'adaptent déjà avec ça et qui modifient leurs événements. On a la Color Run qui est un événement du coup qui est sur le festif. On a les Spartan Race qui sont des courses qui ne peuvent pas être courues de manière virtuelle parce qu'il y a toute une sécurité autour, parce qu'il y a des obstacles. Et du coup, les organisateurs d'événements s'adaptent aussi à cette digitalisation pour offrir des expériences utilisateurs différentes et pour donc répondre à cette ubérisation potentielle. Merci beaucoup. Alain, François, Brice, pour ces échanges. N'hésitez pas à poursuivre ces échanges avec eux si vous le souhaitez. Ils sont là sur ce salon PEP Sport. Bonne fin de salon à tous.